Bonjour à tous. C'est une conférence un petit peu particulière en ces temps de confinement. Et merci à Gaëtan Barbanchon-Lang et puis à l'élu à la culture de leur invitation. Alors, Monsieur Carrel, voilà, de leur invitation donc à mener cette conférence dans le cadre en fait d'une valorisation de l'artothèque du Centre culturel des Dominicaines de Pont-l'Évêque. Et Gaëtan a choisi un très beau sujet auquel j'ai eu beaucoup de bonheur de répondre favorablement, l'album jazz de Matisse. Et j'ai intitulé cette conférence « Matisse et l'album jazz ou les rebonds d'Icare ». Alors je vais m'en expliquer. En fait, je vais essayer cet album jazz qui est tout à fait particulier dans l'œuvre de Matisse parce que c'est un moment où il va passer des tableaux classiques à des papiers découpés. Donc ça, je vais l'expliquer. La singularité de jazz, la personnalité de l'éditeur, Monsieur Thériade, qui est l'éditeur de cet album, et puis de mettre aussi, de restituer dans le contexte de l'époque, les papiers découpés qui ont pu précéder l'album jazz, et en même temps, comment les papiers découpés se retrouvent après dans l'œuvre de Matisse, et donc au-delà de l'album jazz, ou des papiers découpés en général, jusque dans les chasubles, par exemple de la chapelle de Vence, de la chapelle que dont Matisse va faire aussi les vitraux, à Vence, et les papiers découpés vont être les matrices, aussi bien donc pour les patrons des chasubles que pour les cartons des vitraux de la chapelle de Vence. Alors, la première image que je vous propose, nous avançons, c'est donc l'ouverture de l'album jazz, signé par Matisse et donc édité par ce fameux éditeur d'origine grecque que souvent on appelle Étienne. C'est une traduction aléatoire donc de son prénom grec. On voit très bien sur cette image donc une manière de faire qui est singulière, qui est peut-être plus intense et plus soutenue en couleur. Je parle donc de ces papiers découpés que les tableaux de Matisse. Alors les tableaux de Matisse sont déjà très colorés, mais là, quelqu'un qui a très bien connu Matisse, qui a été un moment donc la compagne de Pablo Picasso, et donc l'ami de Matisse au moment où il travaillait les papiers découpés, Françoise Gillot, alors que je salue en plus parce que elle a 100 ans cette année, et elle aura donc, si tout se passe bien, donc elle fêtera ses 100 ans en 2021 à la fin de l'année. Françoise Gillot nous dit que l'intensité de ces couleurs de Matisse dans les papiers découpés, elle est presque aveuglante. Et c'est ce qu'on voit ici, les couleurs fondamentales, les couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge, qui sont portés à leur maximum précisément donc d'intensité dans cette page inaugurale donc de l'album jazz. Alors les premiers dessins ou gouaches découpées, si vous voulez, de Matisse, en fait, ils apparaissent dès l'année 1937, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale. Il va en réaliser, il en fait, pour lui, c'est réellement un coup de boutoir dans sa peinture. C'est vraiment très important parce qu'il va passer d'une manière de peindre classique avec donc des pinceaux, comme chacun connaît, et des pigments, à le fait de découper donc directement dans la couleur, et il va dire ça s'apparente de fait à l'art des sculpteurs. Alors, on va voir une image précisément d'Henri Matisse, tout à fait extraordinaire, où on le voit comme ça, et de fait, on a l'impression qu'il sculpte. Il a acquis déjà, là c'est sans doute pas une image de 37, hein, c'est une image après la Seconde Guerre mondiale, donc il s'est passé du temps, et on voit une dextérité énorme donc à découper ces papiers découpés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, qu'est-ce qu'un papier découpé? La grande nouveauté, c'est que ce sont des papiers gouachés, donc des papiers de couleur. Et ça, c'est très important parce qu'on peut penser qu'antérieurement, Matisse, pour faire certaines compositions, avait peut-être utilisé des papiers blancs comme réserve ou bien des papiers blancs pour cacher, pour masquer une partie en montant des grandes toiles. Mais la nouveauté donc des papiers découpés, c'est que ce sont bien des papiers de couleur, gouachés, et qui dans le cas de jazz donc vont être gravés pour cet album jazz et ensuite colorés au pochoir. Vous voyez que c'est assez complexe donc pour en arriver donc à l'album jazz. Lequel album jazz? Même si les 20
papier découpé, gouaché, gravé et reporté au pochoir dans Jazz, donc les 20 dessins ou papier découpé, eh bien, ont été faits, on va dire, en gros en 1943-1944. Comme à l'époque après-guerre, le papier est rare, les papiers de qualité, eh bien en réalité, l'album Jazz ne sera édité par Étienne Thériade, appelons-le comme ça, ou Monsieur Thériade, qu'en 1947. Mais ce sera un moment très important donc dans l'œuvre de Matisse qui va vraiment signer la fin donc de sa carrière. En même temps, Jazz, on peut être un petit peu étonné parce que c'est peut-être pas forcément un thème auquel on pensait pour Matisse. Dans la mesure où le jazz, là je vous montre une image de Picasso que je vais vous analyser dans un instant, c'était peut-être l'apanage d'autres artistes parce qu'on va voir avec Jazz, Matisse se met sur un pied d'entretien avec les deux autres artistes qu'il considère majeurs à cette époque-là, qui sont comme des frères de combat dans l'avant-garde de la peinture moderne, que sont Pablo Picasso et Fernand Léger. Alors là, c'est le cas de Pablo Picasso. Mais si on pense au thème du jazz, en réalité, c'est plutôt Fernand Léger qui l'a imposé en France. Je vais vous expliquer très simplement. Peu avant 1925, Léger a beaucoup travaillé au sein du théâtre des Champs-Élysées pour les ballets suédois. Et puis, les ballets suédois ont dépensé beaucoup d'argent. En réalité, ils sont obligés de quitter donc le théâtre des Champs-Élysées. Et le directeur du théâtre des Champs-Élysées, qui s'appelle André Daven, il cherche à renouveler donc les spectacles au théâtre des Champs-Élysées, qui est très important, comme son nom l'indique. Hein. C'est un des grands théâtres luxueux, donc avec des spectacles donc d'avant-garde, tout près des Champs-Élysées, comme le nom l'indique. Et Fernand Léger dit à André Daven, écoute, c'est très simple, il faut que tu ailles prospecter à New York et faire venir la musique moderne, la musique qui est de notre temps et qui est donc la musique de jazz. Or, qui Fernand Léger donc va conseiller à André Daven, le directeur du théâtre des Champs-Élysées, c'est un peintre mexicain qui s'appelle Covarrubias, et lequel Covarrubias, donc qui à ce moment-là donc vit à Harlem, va repérer tout simplement la Revue Nègre, va la faire venir à Paris. Et la star de la Revue Nègre, évidemment, vous l'avez deviné, c'est Joséphine Baker. Donc une explosion du jazz en 1925, mais sans doute à l'instigation donc de Joséphine Baker. Et j'attire votre attention que dans cette superbe collection de l'Artothèque donc du Centre culturel de Pont-l'Évêque, eh bien vous avez une image formidable de Paul Colin, donc représentant Joséphine Baker. Alors ici, en fait, on est sur un livre illustré par Picasso. Et tout simplement, c'est le chef-d'œuvre inconnu, la nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu donc de Balzac, illustré donc par Pablo Picasso pour un grand marchand d'art et éditeur d'art qui s'appelle Ambroise Vollard. Or, si vous regardez bien sur l'image qui ressemble à un portrait avec l'espèce de cercle noir là sur le côté, on reconnaît évidemment peut-être l'esquisse du chef-d'œuvre inconnu que recherche le peintre Fresnhofer dans la nouvelle de Balzac. Mais en même temps, il y a un rythme indéniable donc dans ces traits comme ça à l'encre de Chine très 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 enlevé, qui est une rythmique effectivement que les spécialistes à la fois du jazz et puis de l'œuvre graphique de Picasso ont rapproché de fait un rapprochement entre le rythme du jazz dans ses œuvres graphiques extrêmement modernes de Picasso et puis donc évidemment. Donc le thème du jazz, il est intéressant parce qu'il a explosé en 1925 et dans les années 30, avant-guerre, donc là où Henri Matisse va faire ses premiers papiers découpés à partir de 1937, eh bien, il est vraiment la musique du moment, la musique qui swing. À telle enseigne que, regardez, vous avez ici, donc on va avancer donc dans cet album jazz, mais on voit très très bien que là aussi, c'est comme une piste sonore, vous savez, qu'on peut voir donc dans les pellicules de films. Quand vous avez la piste sonore, eh bien effectivement, dans Fantasia, par exemple, de Walt Disney, à un moment, il montre la piste sonore, puisque c'est un film d'animation qui repose sur des grands airs donc de la musique. Eh bien là, on peut penser ou à un portrait stylisé, de fait,
un portrait à la manière des physionotraces. C'était une manière de découper, vous savez, des fois vous êtes dans une foire à Paris, ou bien par exemple en face du centre Beaubourg, et des gens vous proposent de découper votre profil, donc comme ça au ciseau. Alors ça fait penser évidemment à la manière donc des papiers découpés, certes de Matisse, mais en même temps ici voilà, on est entre la bande sonore graphique telle qu'elle se développe sur une pellicule de cinéma, et puis éventuellement un portrait, alors abstrait, hein, d'un profil comme ça, tout à fait, mais justement voilà, ce qui est nouveau avec les papiers découpés, c'est que Matisse va de plus en plus vers l'abstraction, en même temps en gardant toujours un référent et un pied bien ancré dans le réel. Mais regardez, en 1930 déjà, donc 1930, on est très très tôt, et Fernand Léger déjà propose un tableau noir et blanc, mais on le reconnaît bien sur le thème donc du jazz, absolument, avec des contrastes comme ça, très très intéressants, vraiment drastiques, hein, donc d'opposition donc entre le noir et le blanc, qu'on va retrouver dans quelques images, donc dans d'autres images de jazz de Matisse. Regardez par exemple la petite bandelette là qui descend avec des points. Eh bien, c'est assez proche précisément parce que c'est comme une vibration donc d'un bœuf, hein, donc d'un bœuf de jazz précisément, mais de certaines formes graphiques qu'on va retrouver précisément dans l'album jazz, donc cette fois de Matisse. C'est pour montrer. Et regardez. Par exemple, très récemment, c'est vendu donc dans une maison donc de vente importante, un manuscrit ancien de Fernand Léger qui raconte justement tous ces liens avec le jazz. Et qu'est-ce qu'on lit au tout début ? Monsieur Criel, votre swing m'intéresse, je vais vous raconter comment le jazz a donc été introduit en France. Et il reprend effectivement l'histoire de Joséphine Baker, notamment hein, dans cette longue lettre à Monsieur Criel. Mais vous voyez, c'était dans un emboîtage et donc des lettres qui aujourd'hui, manuscrits, vous voyez, c'est considéré comme un manuscrit, tellement Fernand Léger expose là sa relation complexe donc au jazz. Et alors, ça se continue, c'est que une des planches les plus fameuses et les plus connues donc de jazz précisément, eh bien elle s'appelle Cirque. Il faut savoir que, comme Fernand Léger, Henri Matisse a un rapport d'enfance et donc de charme au cirque. Il vivait, alors Henri Matisse a été élevé près du Cateau-Cambrésis, dans un petit village de tisserands, mais qui faisait des articles des tissus de luxe en soie. Et pendant toute son enfance, effectivement, les grandes réjouissances, c'était le cirque. Si bien qu'à un moment, il est lycéen à Saint-Quentin, et il réalise, après avoir vu un spectacle de cirque qui lui a particulièrement plu, un petit théâtre en carton. Donc c'est déjà du carton découpé, vous voyez, alors même qu'il est lycéen. Et à cette époque-là, il rêve de devenir clown. Alors, il ne va pas devenir clown, il va devenir peintre de fait. Et en même temps, toute sa vie, il sera, comme Fernand Léger, un spectateur assidu des cirques. Et alors, j'en parle parce que Fernand Léger, de fait, c'est pareil, il vit à Argentan, il est élevé à Argentan, dans l'Orne, hein, et les grands passages, évidemment, les grands moments, il disait que la fête Dieu, hein, les processions de la fête Dieu, qui passaient pour les grandes fête donc de la ville d'Argentan, aux yeux des enfants et à ses yeux, ne pesait pas lourd par rapport évidemment au passage du cirque Pinder. Hein. Autant la procession de la fête Dieu, aussi éclatante soit-elle, aussi belle puisse-t-elle être, décrite par exemple par Flaubert dans évidemment Un cœur simple. Bon, dans l'esprit de Fernand Léger, un enfant, lui, préférait le cirque. Hein. Or, ce qui est très intéressant, c'est que jazz a failli s'appeler cirque en réalité. C'était le premier titre et c'était le titre qu'avaient choisi au départ donc Thériade et Henri Matisse. Et puis ils ont changé et de fait c'est devenu jazz. C'était peut-être jazz plus cohérent par rapport aux formes dynamiques que voulait employer et finalement mettre en valeur donc dans cet album Henri Matisse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1949, qui va faire avec le même éditeur Albert Thériade donc un album qui va s'appeler Cirque, un livre, c'est Fernand Léger. Donc chez Albert Thériade, grand éditeur, je vais parler de sa carrière, en réalité il y aura des livres donc
avec Henri Matisse, il y aura des livres avec Pablo Picasso, il y en a 2 avec Fernand Léger, dont Cirque, évidemment. C'est tout à fait étonnant quand on voit l'importance du cirque et de ce dynamisme du cirque, évidemment, dans ce premier album donc de Matisse avec Thériade. Et le second livre que fera 10 ans après, en 1959, Fernand Léger, toujours avec Thériade, s'appellera La Ville et sera une apologie donc de la ville moderne, en même temps toujours avec les petites réserves de Léger, qui a été élevé à la campagne et qui sait aussi que finalement une vache, elle ne peut pas forcer son allure et qu'elle fera toujours du 2 km/h, donc comme il le dit. Alors voilà, mais Cirque, une œuvre, on le voit là, d'Henri Matisse, on retrouve les petits frislis, on voit bien le dynamisme de la danseuse, on voit toujours les couleurs primaires, mais qui sont portées encore une fois à leur climax, et de fait, ce dynamisme du cirque, dynamisme aussi du jazz, rendu donc par les formes éloquentes donc des papiers découpés de Matisse. Et parmi les œuvres donc là qui vont succéder à l'album jazz, eh bien par exemple nous avons cette danseuse créole ou africaine si vous voulez qui date de 50. Matisse va décéder en 1954, donc c'est une œuvre de la fin de sa vie, mais c'est cette fois-ci un papier découpé monumental, voyez, et il est évident que c'est un hommage à l'éternelle Joséphine Baker. Il faut savoir que Joséphine Baker, quand elle apparaît au Théâtre des Champs-Élysées, c'est réellement une révolution dans l'esthétique de la danse, du nu féminin aussi, et de l'audace effectivement des femmes à se montrer nues sur scène, après donc ce qu'avait pu faire Colette au début du siècle, donc au Moulin Rouge, quand elle s'était défaite de ses bandelettes de momie, ça avait été une apparition tout à fait magique, mais Joséphine Baker, avec son régime de banane, on va le voir dans un instant, évidemment ça a été une autre apparition totalement énorme donc sur la scène artistique. Et alors il faut se souvenir que quelqu'un d'aussi clergyman d'apparence que Le Corbusier, qui était comme ça d'apparence très très stricte, était tous les soirs donc au Théâtre des Champs-Élysées, où il a fait frénétiquement des tas de dessins qui existent encore donc de Joséphine Baker, qui était encore une fois une apparition totalement magique donc dans le ciel parisien. Alors voyez ce très 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 beau gouache découpée, papier découpé monumental donc d'Henri Matisse, et je vais avoir tout de suite, si tout se passe bien, une photo de Joséphine Baker, voilà, immensément connue évidemment, donc avec ce régime donc de banane. Et alors je veux peut-être vous montrer aussi que il y avait un intérêt de Matisse aussi, au-delà donc de Joséphine Baker aussi, pour toutes sortes de modèles. Et c'est très important parce qu'il disait « le modèle est le foyer de mon énergie ». Eh bien, voyez par exemple une manière de faire qui est parallèle par exemple à l'album jazz, qui est, là c'est un dessin de 1947, donc l'année où paraît l'album jazz. Eh bien en même temps Matisse prépare un autre livre, donc cette fois-ci pas pour Thériade, pour un autre éditeur, parce qu'il a fait plusieurs livres illustrés, et donc il prépare tout simplement l'illustration à l'encre de Chine des Fleurs du Mal de Baudelaire. Eh bien il utilise un modèle qui s'appelle Anne-Lise, parce que Henri Matisse valsait avec les modèles, il en avait énormément, il en a, si j'ose dire, utilisé, enfin et pour chaque projet, il y avait un modèle spécifique. Et là, c'est une belle Martiniquaise qui s'appelle Anne-Lise, et donc qui va être la jeune femme qui va l'aider à composer tous ses dessins donc pour illustrer Les Fleurs du Mal, un autre livre illustré donc de Matisse, tout à fait extraordinaire. Alors jazz, c'est une création, le texte est de lui, je parlerai un petit peu du texte donc qu'il a fourni pour jazz, mais il a fait aussi donc des illustrations, donc je viens d'en parler, Baudelaire, donc Les Fleurs du Mal, il a illustré Mallarmé, et enfin il a illustré un artiste, enfin un écrivain très très important, James Joyce, qui est son contemporain, et donc il a illustré une édition américaine en fait, alors du coup on doit dire Ulysses, donc d'Ulysse, le texte fameux de James Joyce. Alors on va revenir, regardez au rapport au rapport rythmique et donc quelque part implicitement au jazz à travers ce très grand papier découpé extraordinaire aussi des années, voilà, de la fin des années 40, donc de Matisse, et il illustre là, dit-il, les 1001 nuits.
Alors, ce qui est intéressant, c'est le découpage en séquence, exactement comme si c'était un film. Vous voyez, il a fait une suite de petits panneaux, lesquels sont ponctués quand même par une marge donc décorée de cœurs, et puis à la fin, on trouve encore un des motifs sans doute inspirés de son voyage en Polynésie. Il a séjourné à Tahiti et il avait trouvé tellement extraordinaire les poissons mirobolants de Tahiti, ce qu'il avait vu sous l'eau, donc en plongeant, et il avait dit que la lumière à Tahiti était comme une lumière vue à travers une coupe d'or. Eh bien, c'est ce qu'il met aussi en scène donc dans cette formidable évocation des Mille et une nuits. Vous voyez, il a fait non seulement des papiers découpés de petite dimension, donc pour l'album jazz, on a un rapport tout à fait intime avec ces papiers découpés, et en même temps, des fois, on est complètement immergé dans une composition monumentale, telle celle ici pour les Mille et une nuits. Alors du coup, je vais vous lire quelques propos donc de Matisse par rapport justement à ce rythme tout à fait particulier et à cette dimension à laquelle il voulait arriver grâce au papier découpé. Voilà ce que nous dit Matisse. Les tableaux appellent des beaux bleus, des beaux rouges, des beaux jaunes, des matières qui remuent le fond sensuel des hommes, peut-être même des femmes. Il n'y a pas de rupture entre mes tableaux et mes découpages, seulement plus d'absolu, plus d'abstraction. J'ai atteint une force décantée jusqu'à l'essentiel. Je me suis servi de la couleur comme moyen d'expression de mon émotion et non de transcription de la nature. Autrement dit, il met en avant, au premier plan, son émotion, son ressenti vis-à-vis du réel. Le papier découpé me permet de dessiner dans la couleur. Au lieu de dessiner les contours et d'y installer la couleur, l'un modifiant l'autre, je dessine directement dans la couleur. Ce n'est pas un départ, c'est un aboutissement. Je suis allé des objets au signe. Donc il est allé, par exemple, vous voyez, d'une théière peut-être qu'on voit à l'extrémité, là sur le fond rose, à une stylisation de théière, de la stylisation aussi d'une formidable algue qui, sous effectivement les ciseaux de Matisse, deviennent effectivement un objet complètement poétique. Et puis il y a le texte que je vous laisse lire, vous avez le temps, mais continuons peut-être sur les propos de Matisse, parce que qu'est-ce qu'il nous dit ? Et je crois que ça s'applique tout à fait à cette œuvre monumentale sur les Mille et une nuits. Voilà ce qu'il nous dit sur le rythme. Je donne un fragment, donc par exemple une théière, puis peut-être juste après les éléments donc d'un corps de danseuse. Je donne un fragment et j'entraîne le spectateur par le rythme. Je l'entraîne à poursuivre le mouvement de la fraction qu'il voit de façon à ce qu'il ait le sentiment de la totalité. Eh bien, on peut dire, et je le crois, qu'il nous a emmenés effectivement dans une de ces nuits, des Mille et une nuits. Voici de près la façon dont Matisse peut travailler en profondeur, si je puis dire, mais en tout cas réfléchir donc longuement sur un papier découpé. On voit qu'il utilise un système de punaises et ce dessin est très très intéressant. C'est une esquisse en réalité, donc toujours des papiers découpés de Matisse, parce que au-delà de l'album de jazz, il en a produit et avant et après, et en l'occurrence ici c'est une œuvre de petit format, mais tout à fait intéressante qui montre des danseurs quasiment acrobates. Et c'est pour, en fait, un petit dessin, une maquette, si vous voulez, mais pour un décor tout à fait monumental, pour un ballet russe qui va se donner à Monte-Carlo, le casino de Monte-Carlo, en 1939, juste avant la guerre, et qui s'appelle tout simplement L'étrange farandole. Or, Matisse nous dit, quand je préparais donc tous ces décors pour ce ballet russe du casino de Monte-Carlo, eh bien je chantais à tue-tête, j'étais transporté par cette musique de Dmitri Shostakovich, c'est un russe, c'est les ballets russes, Dmitri Shostakovich, donc l'étrange farandole. Et quand ce ballet sera repris donc avec les décors de Matisse l'année d'après à New York, parce qu'entre-temps l'Europe est rentrée en guerre en 1939, comme chacun sait, et donc eh bien ce ballet sera rebaptisé Le Rouge et le Noir. Mais le titre à Monte-Carlo, c'est l'étrange farandole. Or voici ce que nous dit Matisse. Il nous dit
bien à tort, on a dit que les impressionnistes avaient rejeté le noir et le blanc de leur palette. C'est faux. En réalité, ces couleurs, ou non couleurs, mais appelons-les des couleurs comme Michel Pastoureau, je crois que Michel Pastoureau a raison, sont essentielles pour construire précisément des compositions colorées. Et voici ce que nous dit Matisse. Ce que je mets en scène ici, à travers le danseur noir, et sans doute effectivement une ballerine qu'il porte, enfin c'est plus que là, un lâcher, en fait il l'a lâché donc dans l'air, dans l'espace, elle échappe à la pesanteur, et bien il nous dit, la lutte entre le noir et le blanc, à mes yeux, c'est la lutte entre le blanc qui signifie l'esprit et le noir qui serait le côté charnel de l'homme. Alors je vous redonne la phrase sans les commentaires, donc toute simple de Matisse. La lutte entre blanc et noir, l'esprit et le côté charnel de l'homme. Et on voit à quel point des gens comme Picasso, des gens comme Léger, des gens comme Matisse, effectivement, sont à la fois capables de donner des œuvres absolument fondamentales, sans précédent, et auxquelles eux-mêmes, seuls peut-être, peuvent donner une suite, la développer dans l'espace, et en même temps en faire l'analyse de façon extrêmement simple et en même temps savoureuse. C'est la force, évidemment, donc de ces grands peintres. Alors, on va prendre un autre exemple de papier découpé, extraordinaire. Je ne vous les ai pas tous mis parce qu'il y a abondance, donc, de papier découpé. Après, on reviendra à l'album Jazz, mais regardez un grand papier découpé qui est resté très, très fameux, donc, dans l'œuvre de Matisse. On est au tournant des années 50 et il fait toute une série de danseuses. Et c'est d'une modernité complètement incroyable. Des figures à l'emporte-pièce. Certes, ça paraît à l'emporte-pièce, mais en même temps, quand vous montrez ça à des danseuses, elles retrouvent toute la tension et l'énergie donc qu'elles ont à cœur donc de développer dans l'espace. Et alors, je vous ai pas mis parce que sinon la conférence serait trop longue, mais il y a toute une série parallèle donc à ces corps de danseuses extraordinaires, donc sur la chevelure, hein, et les chevelures féminines. Bon, parce que voilà, Matisse reste évidemment un des grands admirateurs donc de la dame et des dames qu'il a su évidemment transcender de façon extraordinaire. Mais regardez, par exemple, je pourrais vous lire un autre petit texte donc de Matisse à ce moment-là. Il dit par exemple, lorsque ma couleur arrivait à une trop grande force d'expansion, je la meurtrissais, ce qui ne veut pas dire que je l'assombrissais, afin que mes formes parviennent à plus de stabilité et de caractère. Non, en fait, la couleur me dépassait. Et je vais même vous dire, il parle à quelqu'un, il parle à Emmanuel Thériade, il parle à son éditeur. Hein. En fait, la couleur me dépasse tellement, me transporte tellement qu'elle me dégoûte un peu en ce moment. Et je n'ose l'écrire, tout mon être se révolte devant son importance envahissante. Hein. De fait, qu'est-ce que la couleur dans le monde ? Et pour Matisse, et même pour moi, si vous voulez, c'est la couleur, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois une myriade, donc un écrin de couleurs absolument extraordinaire qui nous aide à nous repérer dans l'espace, qui nous aide à nous diriger dans la vie. On sait qu'on dans la vie, on répond à des tas de codes couleurs. Hein. Le feu rouge qui vous dit il faut s'arrêter, le feu vert qui vous dit d'y aller. Quand vous êtes dans le métro, vous ne vous rendez pas compte, mais toutes les lignes, en fait, sans les couleurs, on ne pourrait pas. Donc ça correspond à des codes couleurs extrêmement donc complexe, et toute la vie, en fait, sans même y penser, effectivement, on se repère dans l'espace grâce à des codes couleurs qui ont été pensés pour nous. Eh bien, Matisse nous le rappelle, et de fait, il collectionnait toute sa vie, il a collectionné ce qui a bercé son enfance, il était donc né à côté du Cateau-Cambrésis, donc à Bohain, et c'était des pays de tisserands, et toute sa vie, et ces tableaux, on le verra aussi dans la qualité donc des robes donc il va demander à ces modèles de porter, mais on le verra, il collectionnera les coupons, hein, exactement comme il y a des gens qui vont au marché Saint-Pierre quand ils sont parisiens, hein, et qui achètent de fait des coupons des dames pour se faire des robes avec les couleurs donc qu'elles souhaitent, quand elles ont le goût de se faire des robes extraordinaires et que ne portent pas donc leurs voisines. Alors revenons donc à Jazz par exemple, et on trouve, alors toujours plus ou moins, hein, mais il varie un petit peu parce que là le rose est quand même rabattu, mais toujours quand même ce souci donc de transcender donc les couleurs primaires avec du vert ici, l'opposition du noir et du blanc et un dessin très très joli. Alors
ça s'appelle le cheval, l'écuyère et le clown. Je ne sais pas si on voit exactement une écuyère, un clown et un cheval, mais en tout cas, c'est l'esprit de Matisse. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà lycéen, il s'était dit « je deviendrai clown ». Mais en tout cas, ce cheval couronné, voyez bien, on est dans l'atmosphère de la parade. Hein, ça fait penser aussi aux chevaux des corridas. À cette époque-là, Matisse, donc, même s'il ne va pas comme Pablo Picasso aux corridas ou comme Jean Cocteau, hein, eh bien, de toute façon, il en entend parler. Donc là, effectivement, la grande cape peut faire penser, effectivement, aux chevaux tels qu'on les voit donc dans les arènes. Mais en même temps, voilà, les couleurs de Matisse, la thématique de Matisse, on voit bien le souci du rythme avec le serpentin évidemment gigantesque, hein, les deux donc triangles là évasés donc qui peuvent faire penser à des tambourins, et donc voilà, et on voit bien effectivement un rapport musical donc de jazz, comme le nom l'indique, effectivement, entre les papiers découpés ou gouaches découpées et puis évidemment la musique éclatante, étincelante des bœufs de jazz. Vous avez sans doute en tête le fameux club, donc le Bœuf sur le toit, hein, qui maintenant n'est plus à la place, il est rue de Penthièvre, donc tout près des Champs-Élysées. C'était pas sa place historique quand Cocteau venait y jouer de la batterie, mais on sait que en tout cas Fernand Léger donc y venait et y réclamait les airs de jazz qu'il connaissait lui déjà à l'orchestre, à ses amis donc Doucet et Jean Vienner. En même temps, qu'est-ce qu'il cherche Matisse, à travers jazz, ses papiers découpés, c'est la quête d'un nouvel espace. Et en fait, ce qu'on va voir là dans les images qui vont suivre, c'est tout simplement de nager dans l'espace, c'est-à-dire ce qu'avait dit Baudelaire à propos de Boudin, hein, nager en plein ciel. Eh bien, ce que réclame et ce à quoi se confronte Matisse à travers les papiers découpés, c'est un nouvel espace. Et il va le dire, regardez, il dit exactement « Je souhaite un espace », je vais vous retrouver exactement là, l'endroit, la troisième dimension, voilà. La troisième dimension, donc, qui se crée grâce au papier découpé, c'est l'imagination du spectateur. L'imagination se charge de donner la profondeur et l'espace. Je cherche un espace dans lequel l'on n'en sent pas plus les murs que les poissons, la mer. Vous voyez, alors c'est pour ça que je vous ai mis une image maritime de Boudin, hein, c'est un pastel de 1859, mais ce que va chercher de fait, donc, à la suite de grand maître, donc, Henri Matisse, c'est précisément l'espace dans lequel évoluent les poissons, qui eux ne sentent pas donc l'eau, et donc voilà, un espace où on soit complètement libre. Moi, il m'est arrivé de rêver, effectivement, parce que j'ai pas le courage de faire du parachute, et encore, avec le parachute, normalement, on est attiré, évidemment, vers le bas, sauf au moment où donc le parachute va s'ouvrir. Mais de fait, j'ai rêvé, je suis bon nageur, j'aime beaucoup évoluer donc sous l'eau, la plongée, etc. Et quand on rêve effectivement donc de ces sorties en mer et donc de ces plongées sous-marines, on croit effectivement des fois voler, hein, c'est-à-dire que rien ne s'apparente plus donc au fait de voler qui et quand même pas une qualité donnée à l'homme, hein, mais que l'homme envie aux oiseaux que d'évoluer librement en plongée sous-marine, donc dans la mer. Et c'est ce que nous dit Matisse, c'est ce qu'il avait découvert à Tahiti, hein, en faisant de la plongée sous-marine. Je cherche un espace dans lequel l'on n'en sent pas plus les murs que les poissons, la mer. En même temps, ce qui est fou avec Matisse, c'est que, bon, j'aime pas employer le mot de génie, mais quelque part quand même ce sont des gens donc qui ont des antennes, hein, ces artistes. Et dès 1908, on a un tableau qui s'appelle La Desserte, qui se trouve aujourd'hui au musée de Saint-Pétersbourg. Mais si on a eu la chance de se rendre donc au musée de Saint-Pétersbourg, précisément, on a vu la couleur et le chatoiement extraordinaire dès 1908 de cette palette de Matisse qui n'appartient qu'à lui. Or, écoutez, on voit ici la façon dont il a rendu précisément, d'abord parce qu'il s'intéresse au tissu, peut-être la nappe donc de cette desserte, et puis ensuite le papier peint, et comment il a fondu donc le papier peint, donc le mur et le décor donc du papier peint, et puis donc le décor de cette nappe,
pour créer précisément un nouvel espace. Et la façon dont il présente dessus à la fois les bouquets de fleurs et puis les branches en arceaux donc qui mettent en valeur donc ces bouquets de fleurs, ça fait penser, alors même qu'on est en 1908, à ces fameux papiers découpés de 1937, c'est-à-dire 30 ans après, vous voyez. Mais il y a des prémices. Il y a donc pour l'album jazz des œuvres qui vont suivre très importantes, mais en même temps il y a des prémices incroyables dès 1908 dans la peinture de Matisse. Je vais prendre encore 2 exemples avant de revenir à l'album lui-même. Vous avez en 1932 une grande œuvre que fait Matisse pour la fondation Barnes, donc le docteur, la fondation Merion et le docteur Barnes, à Merion, et en Amérique, et il fait des dessous de portes, et il y exalte un thème qui lui est cher, donc la danse. Or là, on pense que de fait, il a utilisé des réserves de papier blanc, donc soit comme masque, soit comme réserve, en découpant des papiers. Mais la grande différence avec les papiers découpés, puisque là on est en 32, donc ils vont intervenir 5 ans après, c'est qu'on pense qu'à cette époque-là, il n'a pas eu l'idée d'utiliser des papiers de couleur. C'est la grande différence. Et le coup de massue et le coup de force donc de jazz et des papiers découpés, c'est de travailler à même des papiers donc déjà gouachés, donc des papiers de couleur. Alors que là, s'il a utilisé pour composer, recomposer à l'infini et retravailler le thème de la danse, il n'aurait utilisé que des papiers blancs, et éventuellement peut-être des papiers blancs, des papiers noirs comme masque, mais on pense seulement à des papiers blancs. Mais s'il avait trouvé à ce moment-là, donc dès 32, donc l'idée des papiers de couleur, eh bien on peut penser que tout de suite, il aurait donc fait donc des jazz beaucoup plus vite. Et donc voilà, alors qu'il lui faut une maturation quand même. Voilà, donc toile très très importante de la collection Merion. Et regardez, là on est en 1935, donc 2 ans avant les fameux papiers découpés, mais on a l'impression, exactement comme on l'a vu tout à l'heure dans certaines pièces, alors ça s'appelle le Grand Nu Rose, c'est un nu qui se trouve au musée de Baltimore, mais ce nu rose, la façon dont il est enlevé sur le carrelage stylisé, fait tout à fait penser de fait à un papier découpé. Mais ce n'est pas un papier découpé, vous avez bien compris, il y a une transition donc entre les tableaux classiques donc de Matisse, mais où déjà il y a le pressentiment de ces papiers découpés. Regardez par exemple dans le petit décor qui est derrière, de 2 couleurs avec l'intensité du jaune et puis derrière le côté brun, donc des 2 espèces de rosaces là, qui donnent de la profondeur précisément à ce grand nu donc de Baltimore. Eh bien en réalité ça fait quand même penser, on va tout de suite enchaîner avec un papier découpé fameux, quand même ça fait penser à des pré-papiers découpés, donc voilà, en peinture, donc dès 1935. Alors voilà, mais ça, Icare par exemple, eh bien ce n'est que en 1943 Icare apparaît. Icare, c'est aussi un thème dans le jazz tout à fait étonnant et sur lequel il faut s'arrêter 2 secondes. Pourquoi? Le thème d'Icare, évidemment, c'est un peu le thème par excellence de l'artiste. L'artiste qui veut toujours faire mieux, qui veut s'approcher du soleil, qui veut toujours plus briller. Mais comme vous le savez, évidemment, il va trop s'approcher du soleil et donc en dépit des ailes que lui a mis son père, fixé dans le dos son père, Dédale, eh bien en s'approchant du soleil, évidemment, il va chuter dans la mer. Alors on peut y voir effectivement un symbole de l'artiste. On peut y voir aussi le fait que malheureusement Matisse, 2 ans avant, a été atteint d'un cancer et il a frôlé la mort. Donc il s'est vu chuter aussi, sans doute à un moment, il s'est dit je vais mourir, je vais disparaître, et donc évidemment on peut tout à fait voir l'analogie avec la chute effectivement d'un être comme ça jusqu'à la mer et jusqu'à brûler par le soleil qui plus est. Il a confié à Aragon, en 1941, à Nice, Aragon, qui est subjugué par l'œuvre de Matisse, tient à le rencontrer. Matisse va faire de très très beaux portraits stylisés d'Aragon et de sa femme, Elsa Triolet, l'autrice, comme on dit maintenant, ou écrivaine, que vous savez, qui aura le prix Goncourt après. Or, il dit à Aragon, eh bien, regardez, Louis, les explosions, c'est-à-dire les petites étoiles jaunes que vous voyez, et puis évidemment la tache rouge d'Icare, eh bien, à mes yeux, ce sont les explosions atomiques.
donc qui ont mis fin, enfin à l'époque peut-être qu'elle ne savait pas encore exploser s'il a fait en 43, mais on parlait donc de l'éventualité donc et de cette menace donc des explosions atomiques, et il a dit voilà, voyez bien dans Icare, moi la référence, on peut les voir comme des soleils, on peut les voir comme des étoiles, mais c'est la chute d'Icare. Moi j'ai pensé aussi à cette menace que fait peser sur le monde donc la menace atomique, voyez. Donc c'est une œuvre d'une densité tout à fait extraordinaire. Alors il faut dire aussi que Matisse commente ces images. C'est un petit peu long pour moi de les commenter, mais j'en parlerai quand même tout à l'heure. Il faut absolument que j'y pense quand on parlera de la chapelle de Vence. Pour l'instant, je vous montre une image. Vous avez vu là le sens d'Icare, et il est ici comme un nageur, pour moi, qui ferait le crawl, vous voyez, le crawl arrière, le crawl sur le dos crawlé, comme on dit. Il fait penser à ça. C'est-à-dire que, normalement, c'est la chute d'Icare. Donc on aurait pu penser que Matisse mette son image dans ce sens-là, qui évoque beaucoup plus la chute. Mais ça, c'est moi qui ai retourné l'image pour vous montrer. En réalité, elle est bien dans ce sens-là. Donc, en réalité, ça nous fait beaucoup plus penser, vous connaissez l'image d'Ophélie flottant sur les eaux, Ophélie qui est décédée dans l'œuvre donc de Shakespeare, et qui en même temps, voilà, part donc sa dépouille donc dérive sur les eaux, image très 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 belle évidemment d'un départ poétique vu par un grand maître du théâtre. De la même façon ici, évidemment, on peut que penser à un poème fameux, et Matisse adore les poètes, il va illustrer les poètes, il va illustrer pour Thériade notamment Charles d'Orléans, qui est un prince du XIVe siècle, qui, étant prisonnier des Anglais, précisément, écrit des ballades et des rondeaux, alors assez mélancoliques puisqu'il est prisonnier de fait, et que de fait, Matisse donc va illustrer pour un autre album fait pour Monsieur Thériade. Mais là, évidemment, on ne peut que penser à un poème que tous les enfants connaissent, Le Dormeur du Val de Rimbaud, dont voilà, vous avez la description bien fameuse et fort connue donc de ce dormeur qui a l'air comme ça serein dans l'herbe, et qui en réalité, comme chacun sait, a un point rouge donc au côté gauche, c'est ça, au côté gauche. Alors non, je me trompe de sens. Alors vous avez vu à l'envers, bon, c'est pas du tout la volonté de Matisse. De fait, il a réussi à illustrer et à symboliser cette chute qui est très connue, donc, mais dans le sens effectivement inattendu, et ça c'est la marque, la griffe d'un grand artiste. Alors que évidemment, la chute d'Icare, alors c'est pas que ce peintre soit mauvais, il s'appelle Joseph Blondel, on est en 1819, on est dans la grande galerie d'Apollon au Louvre, et c'est une représentation tout à fait extraordinaire donc du mythe d'Icare, mais vous voyez bien que évidemment, pour tout le monde, un homme qui chute, il a la tête en bas, alors que le principe effectivement de Matisse effectivement est tout autre, et ça fait partie de ses audaces, de ses défis donc relevés par Matisse. Alors je peux prendre après d'autres exemples, regardez comment on peut complètement modifier donc avec seulement une petite larme rouge, comme un petit point rouge, donc par exemple une œuvre très très connue, la Joconde, ça saute aux yeux, mais le grand graphiste polonais qui est Roman Sienkiewicz, eh bien il a proposé en 1967 une image qui à l'époque a beaucoup frappé les gens, donc cette Joconde donc qui verse une larme rouge, et ça fait partie des œuvres qui ont marqué donc l'époque qu'on appelle du pop art, art populaire, pop art, Roman Sienkiewicz. On peut repenser aussi à ce moment-là, écoutez, jazz, le dessin d'Icare, c'est donc 1944. Or, en 1943, vous avez Fernand Léger qui propose toute une série, une suite sur le thème des plongeurs, vous voyez. Et en même temps, dans ces plongeurs, alors là, on est au musée de Biot, c'est à la fois des plongeurs, et puis à un moment, on va le voir dans un instant, il va les redresser et il va les appeler acrobates. Vous voyez, donc ils n'auront plus la tête en bas, ils n'auront plus tous la tête en bas, et donc il va en faire des acrobates. Mais on voit ce dialogue en réalité entre Matisse, ce que j'appelle le tiercé de tête de la peinture figurative du XXe siècle, c'est-à-dire Pablo Picasso, Henri Matisse et Fernand Léger. Là, on a le tiercé dans l'ordre, et tous les trois, ils dialoguent sur les cimes, donc sur les cimes, au-delà des débats un peu oiseux, des médiocres critiques d'art,
et ils échangent et finalement leur peinture est comme une correspondance donc entre trois figures donc majeures et d'avant-garde de la peinture. Et si on pense au thème de la chute, hein, regardez par exemple, moi c'est une image que je trouve absolument confondante. En réalité, ça c'est une image de cascadeur, mais c'est même pire que ça. C'est quelqu'un évidemment le cheval va se rompre le cou. Et donc le cheval va mourir et il y a de fortes chances que l'Indien qui est monté dessus, mais que voilà, on force des gens donc à faire des shows au risque de la mort, donc va se rompre aussi les vertèbres. Et en l'occurrence, regardez, ce qui est une chute, hein, en même temps, quelle est la différence entre un saut et une chute, vous voyez? Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence, donc parce qu'il me semblait que la figure d'Icare, c'était la figure de Matisse et l'artiste donc qui se dépasse. Et l'artiste qui est hanté par la mort à la fin de sa vie, hein, jazz ou les rebonds d'Icare. Parce que s'agit-il donc, les papiers découpés en fait vont provoquer toute une série de rebonds extraordinaires jusqu'à, on va le voir, les chasubles et les vitraux donc de la chapelle de Vence. Mais regardez un texte très très connu donc de Camus, où il s'interroge sur l'homme moderne. Hein. Il dit l'homme moderne, il fornique et il lit les journaux. Ça, il veut dire par là qu'il s'intéresse avant tout à lui, il fornique, mais il fait quand même semblant de s'intéresser à la vie du monde puisqu'il lit les journaux. Hein. Donc ça c'est une phrase. Eh bien donc la chute, hein, très belle couverture par exemple de ce texte donc de Camus donc pour Gallimard, pour la collection Folio, mais on voit bien l'importance de ce thème de la chute et en même temps transcendé donc par notre ami Matisse. Et alors, j'en ai pas fini avec Fernand Léger parce que quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur Fernand Léger, cette image est très mauvaise, il faut me pardonner, mais en même temps, elle est absolument nouvelle et totalement inédite. Il se trouve que Fernand Léger, quand il est aux États-Unis, il tourne un film avec un monsieur français qui s'appelle Thomas Bouchard, et ce Thomas Bouchard, Fernand Léger veut lui montrer comment il compose ses tableaux. Et le tournage a lieu en 1944, donc c'est parallèle totalement à Icare. Il se trouve qu'aux États-Unis, Fernand Léger n'a pas forcément entendu parler des recherches d'Henri Matisse, mais il a peut-être quand même pu en entendre parler par le fils de Matisse, qui est galeriste aux États-Unis, qui s'appelle Pierre Matisse, qui a donc une grosse galerie d'art et que Léger connaît très bien. Et là, dans ce film, il veut montrer comment il compose donc ces tableaux. Vous voyez la main de Fernand Léger. Et en l'occurrence, il utilise des papiers découpés en disant « Mais voyez monsieur, là je peux mettre une bande verte ou je peux mettre une bande bleue, mais en même temps je peux la retirer ou je peux mettre du rouge et le tableau est complètement différent. » Donc on voit effectivement là un dialogue complètement incroyable et qu'on peut compléter donc, parce que ce film sur Thomas Bouchard en fait était en très très mauvais état. Ça fait 30 ans donc qu'on ne le voyait plus, il n'y en avait même pas une copie à Beaubourg et maintenant il a été restauré aux États-Unis grâce à du mécénat américain sur les films en couleur et précisément donc on a pu le redécouvrir à l'exposition de Bruxelles récemment sur Fernand Léger et on a vu ce qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire cette démonstration de Fernand Léger avec des papiers découpés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Matisse, lui, il avait vu le film après en France dans les années 50 et il en a dit grand mal donc au photographe Brassailles, qui était un ami commun. Il avait photographié Brassailles, grand photographe hongrois, à la fois Fernand Léger, Pablo Picasso et Henri Matisse. Et il a dit à Brassailles, ah non, c'est pas bien du tout ce qu'il fait Léger dans ce film, hein. C'est ridicule. Non, mais sans doute parce qu'il y avait compétition quelque part entre les grands peintres, il y a émulation et sans doute aussi à un moment évidemment compétition. Et alors regardez, tout à l'heure je vous ai dit par rapport à Icare donc en 44 donc il y avait la toile qu'on a vue tout à l'heure de Fernand Léger où la plupart des plongeurs donc chutaient réellement. Et bien une année après en 45 vous avez maintenant cette toile qui s'appelle Les Acrobates et que vous pouvez découvrir au centre Beaubourg et là on voit très très bien il y a ceux qui chutent et puis en même temps il y a ceux qui se sont rétablis, voyez, par rapport à la chute. Et donc c'est tout à fait étonnant puisque précisément ça s'appelle maintenant les acrobates, ça s'appelle plus les plongeurs et ce qui domine quand même c'est la dame qui s'est rétablie et qui s'appuie sur son coude de fait et qui a l'air relativement stable ou carrément stable et donc voilà, et il a renversé la situation. Or regardez, Icare c'est vraiment un phénomène qui traverse donc
toutes les dernières années, ou même on va dire les 10 ans qui suivent, donc la création magistrale, donc comme ça, qui n'a l'air de rien, de Matisse, donc dans l'album jazz, puisque Pablo Picasso lui-même, au Palais de l'UNESCO, il va proposer la chute d'Icare, hein, et évidemment, il pense évidemment à l'Icare de Matisse, parce que à la fin de la vie de Matisse, à partir du moment où Matisse donc habite sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire très tôt en fait, et Picasso va le rejoindre, eh bien il se voit sans cesse. Picasso dit: il faut absolument que nous dialoguons tant que nous sommes tous les deux vivants. Parce qu'après le décès de Matisse, eh bien, je n'aurai pas la même qualité d'interlocuteur. Voyez? Eh bien, alors, ce thème d'Icare, vous l'avez donc dans ce panneau de bois extraordinaire que je vous passe maintenant en couleur. C'est donc l'Icare donc par Picasso, mais remarquez que là, avec Picasso, Icare a bien la tête en bas. Et alors, ça continue, puisque regardez, du coup, ça a tellement marqué en réalité cette création au Palais de l'UNESCO donc de Pablo Picasso, qu'il est sollicité à son tour donc par Serge Liffard pour un ballet, toujours sur le thème donc d'Icare, et que vous avez là ici une photo fantastique du danseur Attilio Labis, une photo de Roger Pic extraordinaire que j'ai dû un petit peu couper hein, pour la faire rentrer donc dans l'image, mais toujours le décor donc d'Icare qui plonge, mais en même temps l'envol évidemment, à l'inverse évidemment du danseur extraordinaire. Et c'est cette tension évidemment entre la chute et l'envol qui fait tout le charme de cette légende qu'a si bien rendu de façon intime donc dans le jazz Matisse, mais qui s'est déployé, vous voyez bien, dans l'espace. Et finalement, c'est ce qu'il cherchait, ce déploiement dans de nouveaux espaces en dialoguant avec son cher ami Pablo Picasso. Donc très très beau décor de Picasso. On avance. Regardez aussi un portrait de Matisse par Cartier-Bresson. Grand photographe, Cartier-Bresson, il est dans toutes les mémoires. Avec en plus, là, il a une colombe donc sur l'épaule. Là, tout le monde pense évidemment à la colombe pour la paix créée par Picasso donc pour le PCF. Voilà, en tant que compagnon de route donc du PCF, mais regardez, qu'est-ce qui m'intéresse sur cette photo aussi, c'est que partout, donc, il vit à cette époque-là, Matisse, au dernier étage d'un ancien hôtel, l'hôtel Regina, sur les hauteurs de Nice, un quartier qui s'appelle Cimier. Eh bien, il travaille tellement intensément au thème donc des papiers découpés ou des gouaches découpées, des gouaches colorées, qu'il en a absolument partout. Alors, cette photo en atteste, mais regardez celle-ci, c'est encore plus probant, c'est-à-dire que là, sur le thème des danseuses, de la chevelure, des danseuses, et en fait, quand vous verrez cette conférence qui sera reprise fort bien par Ewan, donc avec des images d'une grande qualité, eh bien, de fait, vous verrez que même derrière donc les deux portes, il y a encore des papiers découpés. C'est-à-dire que dans l'hôtel Cimier, Matisse vit au milieu donc de ces papiers découpés. Et donc à partir de là, on voit bien que de fait, c'est tout un espace hein, donc qu'il a habité. Il vit au milieu donc de ces papiers découpés. Alors, reprenons l'album jazz, toujours. Hein. Moi, j'ai envie d'appeler cette image « rouler carrosse hein, ». De fait, alors c'est des thématiques, effectivement, qui sont quand même là assez loin du cirque, hein, il faut être franc, mais on trouve en revanche tout l'intérêt donc de Matisse pour d'autres œuvres qu'on connaît et des relations avec d'autres œuvres qu'on connaît de lui, notamment La tristesse d'un roi. Je vous ai dit que pour Thériade, il va donc illustrer donc par d'autres moyens, par des crayons de couleur, donc les ballades et les rondeaux donc de Charles d'Orléans, et précisément il va créer aussi une œuvre que je ne vous ai pas mise aujourd'hui parce que sinon ça ferait trop, mais un papier découpé monumental qui s'appelle La tristesse d'un roi. Et de fait, chez Matisse, il y a toujours cette tradition aussi de la mélancolie, et dont la mélancolie en même temps transcendée par des grands peintres tels que par exemple les Clouet, père et fils, qui arrivent à s'extraire de cette mélancolie et à proposer des images propre à combattre donc cette mélancolie, tristesse d'un roi.
Une autre image fameuse donc dans le jazz, la valeur de sabre. Hein. La valeur de sabre, c'est un petit peu dans l'esprit de Matisse, la valeur de couleuvre. Hein, c'est-à-dire tout ce qu'on nous enseigne, l'académie, etc. Et en même temps, on est obligé donc d'accepter ou pas hein, cet enseignement. Lui, il l'a rejeté violemment pour n'en faire qu'à sa tête. Parce que voilà, c'est un tempérament, ce Matisse. Qu'est-ce qu'un artiste? C'est avant tout un tempérament. Et en l'occurrence, voilà, il se refuse, mais ça le fait rire en même temps, les avaleurs de sabre. Hein. Il y a une histoire extraordinaire que raconte la biographe de Matisse, qui est une dame anglaise qui s'appelle Hilary Spurling. Et Hilary Spurling, elle a relevé, dans la jeunesse de Matisse, il y avait dans son village un monsieur qui passait qui était hypnotiseur. Et il hypnotisait tout le monde et ça marchait sur toute la population donc autour du Cateau Cambrésis, c'est-à-dire qu'il faisait monter les gens sur scène et par exemple, eh bien un jeune homme par exemple se déshabillait et puis croyait qu'il était en train de nager dans une rivière. Et c'est ce que rapporte Hilary Spurling, la seule personne sur laquelle ça n'a pas pris, donc l'hypnotiseur, Matisse a accepté de monter sur scène, mais il a dit « Non monsieur, je ne vois que la Seine, je ne vois pas la rivière. » Donc Hilary Spurling, il voit un signe précoce, avant-coureur du fait que Matisse ne suivrait que sa propre voie, son propre tempérament et serait de fait d'un tempérament d'acier pour assumer ses défis à la peinture. Alors je l'ai dit, il y a donc des papiers découpés de très très grandes dimensions dans lesquels effectivement on a envie de plonger sur le thème précisément de l'Océanie, de la Polynésie et donc des poissons mirobolants qu'il a découverts donc dans les fonds sous-marins lors de son voyage à Tahiti. Hein. On le voit, c'est absolument magnifique. Mais ça, c'est des œuvres donc de très grande dimension qui font plus d'1 mètre de base. Hein. En réalité, vous avez aussi des petites œuvres. Ici, c'est une lettre, papier découpé, qu'il envoie à l'ami dont j'ai parlé tout à l'heure, donc il y a aujourd'hui 100 ans, Françoise Gillot, donc la compagne de Pablo Picasso, la mère de Claude Picasso, voilà, et il fait un portrait abstrait. Vous voyez, c'est son anniversaire, et donc il a figuré le visage, donc les cils comme ça, maquillés donc de là-haut, donc de Françoise Gillot, hein, et portrait abstrait, ton portrait abstrait pour ton anniversaire, papier découpé. Donc voilà, il est capable à la fois de l'œuvre de petites factures, enfin de petites dimensions, de petites factures intimes qu'il envoie comme ça, comme un message codé. Je t'aime Françoise, donc je te soutiens contre les colères de l'irascible potier de Valoris, hein, Pablo Picasso, et en même temps, évidemment, de ces images qui sont des classiques dès leur création et qui sont donc ces grands nus bleus, donc voilà, du début des années 50, hein, voilà, ces grands nus bleus extraordinaires. On a l'impression effectivement qu'ils s'inscrivent d'entrée de jeu dès leur création et donc qu'ils conversent avec les statues de l'Antiquité. Voilà, et ça n'empêche pas que, regardez, autre lettre à François Gillot. Et là, je dirais, c'est presque l'envers d'un papier découpé. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, il a peut-être utilisé autrefois donc dans des peintures telles le grand nu qu'il voulait faire, des papiers blancs pour des réserves, et là de fait il a dessiné donc des fleurs hein, qu'il a utilisées comme réserve, et de façon complètement magique il a inscrit son texte tout autour. Vous voyez, c'est comme si c'était l'envers en réalité subliminal si vous voulez, donc d'un papier découpé, toujours lettre donc que la bienheureuse Françoise Gillot pouvait recevoir donc de Matisse à l'époque où elle vivait avec Picasso. Alors il faut savoir que Matisse utilise énormément de modèles, hein. Et donc ici par exemple, elle s'appelle Zulma. Écoutez, c'est complètement incroyable parce qu'on dit toujours Picasso et ses femmes, mais Matisse, peut-être effectivement il n'en a pas fait de chacun de ses modèles donc une compagne, hein, mais c'est encore beaucoup plus de modèles. Il a eu infiniment plus de modèles que Picasso. Alors ne serait-ce que il a eu, je vous l'ai fait très simple, hein, les Laurette, les Henriette, les Antoinette, mais si on prend Léa, plein de Russes blanches, Lydia, Dina, Doucia, Katia, Michaela, Nadia, Wilma, Zulma. Alors elle, c'est Zulma. Alors on la connaît, donc Zulma, on connaît même son nom. Là, je vous ai fait les prénoms. Hein. Et modèle d'exception, parce qu'il les choisit, évidemment. Et ce très grand, donc,
cet très grand dessin découpé, gouache découpée, voilà, vous voyez que en fait, il veut rendre à la fois la partie sombre, peut-être mélancolique, peut-être de Zulma, avec la tête comme ça noire, hein. En même temps, c'est comme s'il l'a montré comme une toile cubiste, hein, sous différents points de vue, de côté, avec les seins qui sont orientés d'une façon, la poitrine, mais qu'on peut lire effectivement avec la bande ocre qui est au milieu, hein. On peut effectivement se dire, tiens, mais je peux peut-être percevoir Zulma en profil perdu, ou bien de face, ou bien sous l'autre profil perdu, vous voyez. Et donc voilà, et ça, c'est deux grands extraordinaires papier découpé, donc de grandes dimensions, grandeur nature, hein, taille réelle donc de Zulma, donc proposée donc par Matisse. Mais il est capable aussi de styliser une femme. Regardez, c'est complètement incroyable. Là, on voit une stylisation. Alors vous allez me dire, oh mais Monsieur Noël, c'est pas possible parce que ça, c'est pas un carton de vitrail. Oui, c'est un carton de vitrail, mais pas pour une église. C'est un carton de vitrail pour la villa de son fils. Et donc, on est dans un contexte absolument pas religieux, on est dans un contexte civil, et de fait, on a dit, donc c'est une grande villa qu'a son fils au Cap d'Antibes, le galeriste dont j'ai parlé, Pierre Matisse, qui vit entre New York et donc la Côte d'Azur. Et on a dit, ah, il s'est beaucoup inspiré dans cette villa, il y a un escalier de fait en fer forgé tout à fait extraordinaire, avec des motifs de ferronnerie qu'a repris, enfin stylisé ici, donc Henri Matisse. Écoutez, moi je ne suis pas contre cette interprétation, il s'est peut-être parti, oui effectivement, en partie donc de ces motifs de ferronnerie, mais enfin il ne faut pas en même temps appeler un chat et avoir des yeux pour voir. Il y a une femme stylisée, et je dirais peut-être même dans la partie 2, ou au milieu, donc peut-être même une stylisation d'un blason féminin bien connu, donc voilà, et là c'est tout à fait incroyable, parce que Matisse en fait nous force à voir, hein, et nous ouvre les yeux et finalement nous révèle une part peut-être cachée du monde, ou comment on n'a pas nommé pendant très très longtemps, comme vous le savez, on a peine à se figurer, ou en tout cas les hommes peut-être le clitoris féminin, alors que là il est stylisé presque en 3D, hein, comme ce sera fait plus tard par une équipe féminine, donc il y a peu de temps, au début du 21e siècle. Regardez, Matisse, à la fin de sa vie, donc il va disparaître en 54, mais la dernière grande œuvre, donc, c'est La Chapelle de Vence, et en l'occurrence, là, il pose, hein, c'était pour vous le montrer quand même, devant un des vitrails, donc, de la Chapelle de Vence, hein, et ce que je veux vous montrer, c'est que, regardez, même dans la création donc des vitraux donc de cette chapelle du Rosaire pour les dominicains donc à Vence, eh bien il va travailler d'après toujours le système des papiers découpés, hein. On voit très très bien, il a découpé, et ça lui permet effectivement d'interroger donc la couleur, de voir que en fait s'il utilise par exemple eh bien la couleur jaune dans les vitraux, il est obligé de polir donc le verre du vitrail, hein, la partie jaune, parce que sinon trop de lumière, on est sur la Côte d'Azur, hein, va rentrer et donc va aveugler donc ou l'officiant ou bien donc l'assemblée donc dans la chapelle du Rosaire, et donc c'est comme ça qu'il choisit les couleurs et qui doivent être dépolies, hein. Et donc voilà, donc mais le travail donc de ces cartons donc pour les vitraux de la chapelle de Vence, c'est toujours grâce à son savoir-faire donc appris donc des gouaches ou papier découpé. Et c'est vrai aussi pour les chasubles, il va créer des patrons, il s'est toujours intéressé, vous l'avez compris, donc à l'art du tissu, donc c'est une œuvre intégrale, hein, donc il crée absolument tout donc dans cette chapelle qui est commandée par le révérend père couturier, et donc là on voit très très bien, hein, pour le patron de la chasuble, c'est aussi un travail à l'origine donc grâce à son savoir-faire donc du papier découpé. Écoutez, je ne veux pas être trop long, mais j'ai juste une anecdote à raconter pour vous montrer ce que sont les grands artistes. Dans les mémoires du père couturier, le père couturier rapporte ceci. Il dit, Matisse lui avait demandé une figuration de Saint Dominique, le patron des Dominicains, donc congrégation qui a demandé cette chapelle du Rosaire à Vence. Et alors, il faisait des Saint Dominique, mais seulement
c'était tout le temps des femmes. Alors ça n'allait pas, parce que Saint-Dominique, comme le nom l'indique, c'est un monsieur. Et donc, finalement, il n'y arrivait pas. Et le père couturier lui a dit, mais écoutez, si vous voulez, je peux poser pour vous, comme ça vous arriverez peut-être à faire un Saint-Dominique masculin. Et il a dit, c'est une bonne idée. Et donc, il a utilisé, il a demandé, il avait tellement l'habitude de faire poser des femmes, et il ne faisait poser que des femmes, il n'avait absolument pas d'intérêt donc pour les homologues masculins. Et donc, il a fait poser le père couturier, et il est arrivé à avoir un Saint-Dominique donc masculin et non pas efféminé, ce qui aurait peut-être effectivement été de mauvais aloi. Voilà, alors du petit, c'est-à-dire d'un petit format donc de papier découpé, papier gouaché, donc voilà, telle l'œuvre que je vous présente ici, petit format. On va à, regardez, des très grands formats. Alors par exemple, celui-ci est formidable. En fait, ça c'est un carton pour un tapis. Fernand Léger, Pablo Picasso, Henri Matisse ont travaillé pour une formidable femme qui faisait des tapis. Alors, c'est des tapis quand c'est par terre, et puis si on les met au mur, on appelle ça des tapisseries plutôt, hein, mais qui s'appelle Marie Cutoli. Marie Cutoli, j'aime à le dire ici, elle avait une boutique à Deauville, à côté de la Potinière, hein, parce que évidemment il y avait une clientèle pour des tapis ou tapisseries d'artistes, et donc c'est une femme extrêmement importante donc dans l'art d'Aubusson, dans l'art de la tapisserie française. Eh bien, cette œuvre-là, qui s'appelle Mimosa, et dont Françoise Gillot disait qu'elle l'avait vue évoluer au sein donc, des papiers découpés, et puis ensuite elle avait vu le tapis en l'occurrence, et elle disait cette œuvre sans le mimosa. Vous voyez, elle allait jusque-là, Françoise Gillot, et elle se trouve aujourd'hui, le tapis donc tissé donc, pour Marie Cutoli, pour les établissements d'après un carton d'Henri Matisse, dans un musée japonais, le musée d'Ito. Hein, c'est pour vous montrer le rayonnement et comment, si les Japonais, on le sait, aiment à se reconnaître, ou en tout cas à reconnaître une œuvre d'exception dans la Joconde, s'intéresse aussi par exemple à l'œuvre de Savignac, hein, tout près d'ici. Il y a des cas entiers de Japonais donc, qui viennent voir les créations de Savignac, mais se reconnaissent aussi, vous voyez, donc, dans ces créations flamboyantes donc, de Matisse. Et j'ai deux dernières images. Alors là, on est à nouveau sur l'album Jazz, et peut-être qu'il faut que je vous lise... Ah oui, non, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. C'est que par rapport aux textes donc, qui sont, dont je ne peux pas tout vous lire évidemment, qui accompagnent les images de Jazz, il y a cette mention qu'a relevée François Gillot. C'est que Matisse dit « Quand je travaille au papier découpé, je crois en Dieu ». Alors évidemment, c'est à rapprocher de la création de la chapelle du Rosaire, parce que quand il y a eu la création du chapelle du Rosaire, et tous les peintres qui ont travaillé pour le père Couturier, on a fait valoir que Pablo Picasso n'était pas croyant, que Fernand Léger n'était pas croyant, et que Matisse mettait au-dessus de tout le travail, et avait pu dire qu'il ne croyait en Dieu que quand il travaillait. En réalité, il faut rapprocher ça aussi de ce qu'il avait dit à son épouse, Émilie Parère, avant qu'elle accepte de se marier avec lui. Elle lui avait dit « Mademoiselle, vous savez, vous voulez vous marier avec moi ? Vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort, parce que ma première maîtresse, c'est le travail. Hein » Et donc voilà, un artiste qui mettait au-dessus de tout donc de la valeur travail, qui n'avait pas la sensation de travailler de fait, hein, il avait l'impression d'être en vacances, parce que pour lui, c'était pas un travail, tout en le prenant très au sérieux et en y donnant toutes ses forces. Mais c'est pour ça qu'on ne saurait complètement donc tirer des conclusions hâtives en disant voilà, je crois en Dieu lorsque je travaille. En réalité, ce qu'il aimait avant tout, c'était le travail et peut-être son travail. Alors là, dernier dessin, peut-être qu'il y a encore des commentaires de Matisse à vous donner là-dessus. En fait, il a beaucoup surpris, c'est quand on a découvert sa correspondance avec un de ses amis très très chers, qui est le dessinateur André Rouvert. Et dans la correspondance avec Rouvert, il dit, mais vous savez, parce que Matisse voulait toujours faire mieux, il dit, finalement, l'album Jazz, c'est un grand ratage. Il voulait, et c'est pour ça que je crois il l'a déployé ensuite à l'infini. Alors évidemment, ce n'est pas du tout mon sentiment. Bon, vous l'avez compris, c'est un grand bonheur et c'est une grande réussite. Mais dans l'esprit de Matisse, et c'est pour ça qu'il a continué à le développer donc dans l'espace à l'extrême. Et il faut rendre grâce évidemment à une dernière personne, et là-dessus je ferai mes deux conclusions, c'est qu'il y a un jeune galeriste qui l'a défendu et qui a été le premier à
exposé les papiers découpés, les papiers gouachés de Matisse. Il est allemand, il s'appelle Heinz Berggruen, c'est devenu un immense galeriste en Allemagne, il a sa propre fondation, son propre musée, il a écrit des livres de mémoire, et tout simplement, quand il y a eu catalogue, c'est l'année qui précède la mort de Matisse, en 1953 ou 52, enfin juste avant la disparition de Matisse, eh bien Matisse a tenu à faire la couverture du catalogue de papier découpé. Hein, et le texte de présentation des œuvres qui ont été exposées chez Berggruen est signé Thériade. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux Pierre Matisse, dont je vous ai parlé, en réalité était donc un galeriste très important à cette époque-là, et on aurait pu se dire, eh bien, Matisse va exposer chez son fils. En fait, son fils a refusé d'exposer les papiers découpés en disant que c'était un peu une lubie de vieillard et qu'il considérait que c'était moins important que ses tableaux. Comme quoi, on n'est pas toujours compris dans sa famille, c'est une nouvelle preuve, et il a eu bien tort, parce que Heinz Berggruen a dit que la clientèle de Matisse était telle à l'époque, que déjà à l'époque, les papiers découpés se sont très très bien vendus, mais qu'aujourd'hui, le moindre livre de Thériade, illustré par Léger, illustré par Pablo Picasso, illustré par Henri Matisse, vaut la bagatelle de 5 000 à 10 000 euros. Vous voyez, donc un exemplaire. Et alors j'ai après avoir rendu hommage à Heinz Berggruen, qui est décédé depuis, mais j'ai deux petites conclusions possibles. Il y a Henri Matisse qui disait tout simplement, cette sentence que je trouve tout à fait extraordinaire, « Il ne faut pas approcher de la couleur comme on entre dans un moulin ». Et en même temps, j'en ai une autre, d'André Malraux, qui a beaucoup aimé et écrit sur l'art de Matisse, et qui nous disait « L'artiste n'est pas le transcripteur du monde, mais son rival. » L'artiste n'est pas le transcripteur du monde, mais son rival. Je crois que nous pouvons, Gaëtane, remercier Matisse d'avoir amplement relevé ces défis. Je vous remercie.